avec la même règle que Lope de Vega, les 2 heures du spectacle qui peuvent être considérées comme le seuil de tolérance. Alors pourquoi est-ce que j'ai parlé autant sur cette question qui est un peu marginale par rapport à l'analyse de la pièce, des conditions de la publication, du rôle de l'imprimerie, des plaintes de Lope de Vega contre certains dispositifs de l'édition? C'est parce que dans Fuente Ovejuna, et sans rapport direct avec les intrigues, la révolte paysanne ou la guerre dynastique, il y a une sorte de mise en abîme, de thématisation de ce rôle de l'imprimerie. Et on le rencontre au début de l'acte 2, dans un dialogue entre un étudiant qui revient de Salamanque, où il a obtenu la licence, qui s'appelle Leonello, et d'autre part, un des paysans de la communauté, Barildo. Je lis ce dialogue. Barildo, comment s'est passé votre séjour à Salamanque? Oh, c'est une longue histoire. Barildo, vous devez être un vrai Bartolo, pas même un vrai barbero, barbier, c'est-à-dire Bartolo, un jurisconsulte de la tradition médiévale, réputé pour son savoir, et le jeu là, c'est Bartolo Barbero. Comme je vous le dis, tout ce que je vous ai rapporté est fort connu à l'université. Vous êtes certainement un brillant étudiant. J'ai essayé d'apprendre l'essentiel, dit Leonello. Maintenant qu'on imprime tant de livres, il n'est personne qui ne se pique d'être savant, dit Barildo. Et là, la réponse de Leonello. À cause de cela même, on imprime tant de livres. J'estime au contraire qu'on est plus ignorant, car le savoir ne peut se limiter à une brève somme. L'excès des livres est source de confusion et réduit les efforts qu'on fait à une vaine écume. Et l'homme le plus rompu à la lecture finit, à la seule vue de tant de titres, par y perdre son latin. Je ne nie pas que l'art de l'imprimerie n'ait dégrossi des milliers d'esprits, et il donne à leurs œuvres un asile sacré en les protégeant contre les injures du temps. On doit cette invention à Gutenberg, un fameux Allemand de Mayence, dont toute la célébrité ne reflètera jamais le mérite. Cependant, nombre d'auteurs qui avaient une réputation d'érudits l'ont perdu en faisant imprimer leurs œuvres. Et puis, sous le nom de savants, beaucoup ont publié leurs ignorances. D'autres encore, poussés par une vile jalousie d'auteurs, ont écrit leurs folles extravagances et, sous le nom de leur rival abhorré, les ont fait imprimer et circuler de par le monde. Barildo, je ne suis pas de votre avis. Leonello, il est normal que l'ignorant prenne sa revanche sur le lettré. Mais, Leonello, l'imprimerie est une invention importante. On s'en est passé pendant des siècles et on ne voit pas que le nôtre ait révélé un Saint Jérôme ou un Saint Augustin. Alors, c'est un texte complexe, intéressant, difficile aussi à traduire comme beaucoup de textes de la Commedia parce que la forme du vers, il y a une multiplicité de maîtres dans les Commedia, mais certaines des formes dominantes sont des formes extrêmement brèves. Avec 7-8 pieds. Et donc, du coup, il y a une densité de l'expression qui ouvre la voie entre les meilleurs hispanistes à des différences d'interprétation. Et vous pourriez le voir en comparant la traduction de la Pléiade avec la traduction de Louis Combet qui déploie le sens au-delà de la densité du vers. Ici, le sens est moins déployé, mais par exemple, 2 exemples de la difficulté de la traduction, lorsque Leonello dit que même ceux qui sont très habitués à la lecture sont un peu surpris ou perdus à la seule vue de tant de titres. Et le texte espagnol et letreros, qui peut être entendu comme étant aussi les avis qui sont sur les murs, et donc le développement d'une autre forme d'imprimerie, c'est-à-dire l'imprimerie des affiches, des carteles. Ou bien, on le voit, lorsque Hyper de son latin est une invention du traducteur. Il n'y a pas de référence à cela dans le texte. Et la phrase « Je ne nie pas que l'art de l'imprimerie n'ait dégrossi des milliers d'esprits, il donne à leurs œuvres un asile sacré en les protégeant contre les injures du temps » peut aussi être interprétée de plusieurs manières, comme par exemple donnant accès à l'écriture à l'imprimerie ou à la publication à ceux qui appartiennent à des milieux sociaux qui ne sont pas habituellement ceux de la culture écrite. Est-ce que ne rendrait pas compte nécessairement dégrossi des milliers d'esprits? Bon,
beaucoup d'instabilité dans les traductions, mais en gros, l'interprétation de ce texte, qui est la présence de l'imprimerie dans un texte imprimé de la Commedia, ouvre à plusieurs possibilités. L'une qui serait de situer ce texte, comme je l'ai fait quelquefois, dans le corpus de tous les textes qui dénoncent l'imprimerie comme corruptrice, corrompant les textes par les maladresses ou les ignorances des ouvriers typographes, les compositeurs, ou bien même des correcteurs, ou bien corrompant le commerce des textes par le commerce des livres, avec l'avidité et la part du gain des libraires ou des imprimeurs, ou encore une corruption qui serait celle ni du texte, ni de l'édition, mais qui serait celle du sens par des lecteurs ignorants. Donc ce texte-là, qui pense l'imprimerie à la fois inutile, puisqu'on n'a pas vu naître un Saint Jérôme ou un Saint Augustin, et qui dénonce l'imprimerie comme pouvant être une source de confusion, pourrait donc prendre place dans cette série. Il est évident qu'il prend place aussi dans la série plus personnelle des dénonciations de Lope de Vega contre le vol du nom. Lorsqu'il évoque ceux qui, poussés par une vile jalousie d'auteur, ont écrit leurs folles extravagances et, sous le nom de leur rival abhorré, les ont fait imprimer et circuler de par le monde, c'est exactement ce qu'il vise, c'est-à-dire des auteurs médiocres qui font circuler leurs textes sous son nom de façon à les vendre ou les faire représenter plus aisément. Un point que j'avais mentionné parce que, évidemment, c'est le contraire du plagiat. Il ne s'agit pas de s'emparer d'un texte, il s'agit de s'emparer d'un nom. Et du coup, il y a là une réalité qu'il dénonce permanemment. Et par exemple, dans la prologue de la parte 15, il dit ceux qui volent son nom, ce sont des inconnus, non seulement des inconnus des muses, mais aussi même dans les terres où ils sont nés. Cette idée donc du vol du nom qui permet de faire circuler plus facilement des textes qu'il n'a jamais écrits, mais qui trouvent là public ou éditeur. La difficulté pour stabiliser la signification de ce passage, c'est le fait qu'il est attribué à cet licencié qui revient de Salamanque, Leonello, et qui n'a pas de rôle dans la pièce. Il n'a plus qu'une seule réplique après cet rappel de l'invention de Gutenberg. Donc les faits sont de 1476. Donc la pièce est de 1612-13, les faits sont de 1476, et ici Leonello fait allusion à cette invention de l'imprimerie qui est du milieu des années 1440, avec une première présence dans le continent européen, la première presse installée à Paris en 1470. Par exemple. Donc, on a là un énoncé qui est porté par un personnage absent de la Commedia, qui ne participe pas à la communauté, qui se met dans la seule réplique qu'il a et qui est aussi ambiguë d'interprétation en marge de cette communauté. Donc, cette tension possible entre l'énonciation et l'énonciateur, entre Leonello, qui n'est pas forcément un direct porte-parole de Lope, ou s'il l'est, pour marquer déjà à travers lui la distance entre le dramaturge et la révolte, et puis d'autre part cette thématique ici avec les dangers de l'imprimerie, soit parce qu'elle permet le vol du nom et de faire circuler contre les auteurs reconnus des œuvres qui détruisent leur réputation, ou bien encore cette idée, nombre d'auteurs qui avaient une réputation d'érudits l'ont perdu en faisant imprimer leurs œuvres. Il y a un écho dans une fameuse citation de Borges parlant d'un de ses collègues à l'université de Buenos Aires, disant qu'il souhaite que la publication des œuvres de ce collègue ne nuise pas à sa réputation. Donc il y avait déjà une anticipation, idée de la possible dégradation d'un statut par la connaissance de ce qui était la production de cet même individu. Donc, il y a dans la pièce elle-même cette présence de ce que j'ai essayé de marquer sur les différentes formes de publication imprimée des comedias.
Mais alors si on s'approche du point de départ, c'est-à-dire les déformations, les distorsions que Lopé fait subir à sa source, la chronique de Rhadès, on voit qu'elle se situe sur trois registres différents. Le premier est de lier plus étroitement que dans la chronique la révolte de la communauté de Fuenteovejuna et le conflit dynastique entre les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, et Juana et son mari Alphonse de Portugal. Il y a là toute une série de conséquences qui naissent de cette volonté d'associer étroitement les deux faits. La première, c'est de faire du grand commandeur un partisan de Juana et du roi de Portugal. Alors que l'on l'a vu, que dans la chronique de Rhadès, il n'y en est pas question, ou presque pas question, seulement à travers la garnison dans la ville. Ici, au contraire, le rôle premier est donné dans cet soutien au roi de Portugal, au grand commandeur, et c'est lui qui va convaincre ou inciter le maître, Telechiron, de se lever contre les rois catholiques et de s'emparer de Ciudad Real, ce qui est à grande distance de la chronique où le parti pris par le maître de l'ordre de Calatrava, Telechiron, provient de son entourage familial, le contexte de tous ceux qui étaient des fidèles de Juana, la Beltraneja, et qui vont donc inciter le jeune maître de Calatrava de suivre leur parti. Dans la Comedia de Lope de Vega, c'est au contraire dans la première scène, au moment où le grand commandeur reçoit le maître, c'est lui qui l'incite à mettre sa propre jeunesse au service du roi de Portugal. Et vous voyez que c'est une manière, dans un certain sens, de dissocier la famille de Rijon, qui, au XVIIe, protège, avec d'autres, Lope de Vega, de ce mauvais choix, c'est-à-dire le choix du Portugal contre les rois catholiques. On voit là une réécriture qui renforce à la fois les caractères noirs du grand commandeur, mais qui en même temps a un effet politique immédiat par rapport à la situation du XVIIe siècle. La deuxième conséquence, qui est un trait très fréquent aussi chez Shakespeare, c'est de bousculer la chronologie des faits tels que les donnent les chroniques, puisque dans la pièce, et en violant la règle de l'unité d'action, on a une contemporanéité qui est établie entre la révolte de Fuenteovejuna et la prise et reprise de Ciudad Real, qui est une ville importante parce qu'elle est au point nodal d'articulation entre Portugal et Espagne. Et contrairement à la chronologie, puisque la ville a été prise par le maître de Calatrava 2 ans avant la révolte de Fuenteovejuna, et qu'elle va être reprise par les fidèles des rois catholiques après la révolte de Calatrava, dans la pièce de Lope de Vega, il y a comme une synchronie, et qui est marquée par l'abrégement de la durée et par la contemporanéité des faits. Le résultat est évidemment de renforcer cette dimension de fidélité monarchique des révoltés de Fuenteovejuna, de montrer la double tyrannie du grand commandeur, c'est-à-dire contre les habitants de Fuenteovejuna et contre les droits légitimes de Isabelle et Ferdinand, et c'est ce qui explique, donne en quelque sorte un socle à ce cri rapporté par Rhadès: vive les rois, le roi et la reine, et meurent les traîtres. Il y a donc un lien immédiat qui est établi entre la légitimité dynastique reconnue par les révoltés de Fuenteovejuna et par, de l'autre côté,
la possibilité de la révolte et même contre le grand commandeur. À un moment donné, cette exaltation de la monarchie est donnée à la fin de l'acte 2 par l'échevin, par l'alcalde Esteban, qui prophétise en quelque sorte un avenir de l'Espagne qui est celui de la justice des rois catholiques. Il déclare « Il y a des rois en Castille qui instituent un nouvel ordre pour mettre fin au désordre, et ils auront tort, quand ces guerres leur laisseront quelques répits, de tolérer dans leur ville et leur village des hommes qui tirent leur toute-puissance de l'immense croix qui orne leur habit, c'est-à-dire la croix sur l'habit des frailes de Calatrava. C'est au roi de mettre cet insigne sur sa poitrine. Aucune autre que celle d'un roi n'est digne de le porter. » C'est à la fin de l'acte 2, avant la révolte elle-même, qui va occuper les débuts de l'acte 3. Mais on voit que c'est que dans la pièce, la manière par les représentants de la communauté de Fuenteovejuna de reconnaître que la toute-puissance de la souveraineté et de la justice du roi, qui va à la fois briser ceux qui, dans les communautés, imposent une loi tyrannique, et d'autre part, faire que dans cette espérance déjà marquée par les premiers progrès des rois catholiques aux dépens de leurs ennemis, va se trouver la justification de la rébellion et du massacre du grand commandeur. On voit donc que une première grande ligne de transformation, c'est en bousculant la chronologie, ou voire même les faits, avec le cas du grand commandeur fidèle de Portugal, c'est pour Lope de Vega de construire ce qui, au XVIIe siècle, est cette mémoire historique fondatrice des rois catholiques. Isabelle de Castille, Ferdinand d'Aragon, une première forme d'unité de la péninsule, même si les deux couronnes restent distinctes, et donc de faire de ces rois catholiques ceux qui vont surmonter les conflits entre les partis, ceux qui vont imposer leurs lois à ce monde des tyrannies seigneuriales ou aristocratiques lorsqu'elles sont mal employées, comme c'est le cas par exemple avec les ordres militaires qui, au début du XVIIe siècle, sont d'ailleurs l'objet de grandes critiques qui n'impliquent pas nécessairement une critique de l'aristocratie en général, mais des ordres militaires en particulier. D'autant que leur rôle a été vidé de sa substance par l'achèvement en 1492 de la Reconquista. Donc c'est un premier élément, une pièce qui est prise dans cette exaltation de la souveraineté monarchique, et donc qui oblige à lier étroitement des faits historiques pourtant séparés par le temps. Le deuxième trait, très intéressant, complexe aussi, c'est l'amplification du rôle des femmes dans la révolte. Vous vous souvenez que dans la chronique, effectivement, il y a la mention de ces femmes qui s'organisent comme une petite armée avec drapeau, lieutenant et alférez et capitaine, mais on ne va pas au-delà de cette présence et du fait que lors de l'enquête, hommes et femmes résistent avec constance à la torture et ne répondent, c'est Fuenteovejuna qui l'a fait. Dans la pièce de Lope de Vega, il y a un rôle renforcé des femmes qui est lié au fait que la pièce, pour une part, repose sur une invention, c'est-à-dire le fait que le commandeur veut jouir d'une des jeunes femmes qui est la fille de l'alcalde, qui s'appelle Laurencia, et qui a échangé promesse de mariage avec Frondoso. Et à la fin de l'acte 2, avant la déclaration que je viens de lire, le commandeur fait enlever
Laurencia fait emprisonner Frondoso et destitue de sa magistrature Esteban. Et de là donc la plainte ou l'espoir que je viens de lire, c'est-à-dire qu'une justice plus puissante, celle des souverains, va mettre fin à cet arbitraire qui est celui de certains des seigneurs, et en particulier en ce cas-là du grand commandeur de Calatrava. Et donc l'acte 3 commence avec ce traumatisme de Frondoso emprisonné, enchaîné, et de Laurencia enlevé. Et on peut le supposer évidemment pour un viol. Et au début de l'acte 3, ce rôle féminin est renforcé de la manière suivante. Au tout début de l'acte, le conseil des habitants s'est réuni, la junta, et il y a là les magistrats de la ville, les deux alcaldes, dont le père de Laurencia, les échevins, des représentants des paysans, et le début est une sorte de discussion, tout à fait prise d'ailleurs dans la théorie politique du temps, qui est une discussion, une incertitude sur la légitimité de se rebeller contre le Seigneur. Et il y a comme une mise en discussion de ceux qui, comme le père de Laurencia, veut que Esteban pense qu'il est nécessaire d'agir, et ceux qui, prisonniers en quelque sorte d'une forme de fidélité et d'obéissance par rapport au Seigneur, sont inquiétés par la violence de cet acte qui serait brisé une loi sociale fondamentale. Et à cette incertitude ou à ce débat est opposée l'arrivée de Laurencia, desmelenada, c'est-à-dire les cheveux non fixés, échevelés, et dans un passage très puissant de la pièce, elle va s'adresser à ces hommes, y compris son père, en les accusant de couardise et de manque de courage. Donc elle fait basculer sur un registre affectif, émotionnel, lié à cette violence qui lui a été faite, et avec une ambiguïté, puisqu'on peut penser qu'elle a été réellement violée, alors qu'à la fin de la pièce, Frondoso va rappeler qu'elle a défendu son honneur. Mais le fait de son arrivée avec ses échevelés, comme dit la traduction de Desmelenada, laisse beaucoup d'ambiguïté sur ce qui lui est advenu. Et donc, voilà, Laurencia, laissez-moi entrer. J'ai bien le droit d'assister à un conseil d'hommes. Une femme n'a pas voix au chapitre, mais elle a bien le droit d'élever la voix. Me reconnaissez-vous? Dieu du ciel, n'est-ce pas ma fille? Ne reconnais-tu pas, Laurencia? Je suis si méconnaissable que vous doutez de mon identité. Ma fille, ne me donne plus ce nom. Pourquoi, ma chérie, mis ojos? Pourquoi? Pour bien des raisons. Et voilà la très grande et assez longue tirade de Laurencia. Et principalement, parce que tu me laisses enlever, dit-elle à son père, qui était en même temps, antérieurement, l'alcalde du lieu, tu me laisses enlever par des tyrans et des traîtres sans me venger, ni venir me reprendre. Je n'étais pas encore à Frondoso, donc son mari, puisque le rapt a eu lieu pendant les fêtes et les cérémonies du mariage, et tu n'avais pas à lui dire qu'étant mon mari, il devait tirer vengeance de l'outrage. C'est à toi qu'il appartient de le faire. Tant que la nuit de noces n'est pas venue, ce devoir incombe au père et non au mari. Car même si j'ai acheté un bijou, tant qu'on ne le remet pas, il ne m'appartient pas de le garder des voleurs. Et ici, un jeu sur, évidemment, la virginité roya qui est dans le texte, et d'autre part, cette idée que l'honneur des femmes ou des filles, qui est le dépositaire de l'honneur entier de la famille, est à la garde du père jusqu'au moment où, après la cérémonie de mariage, le mariage est consommé lors de la première nuit, la nuit du mari, comme dit le texte espagnol. Et vous tous, quand Fernand Gomez m'a enlevé sous vos yeux pour me conduire chez lui, vous avez abandonné la brebis au loup, comme des bergers couards.
Combien de dagues n'ai-je pas vu lever sur ma poitrine? Quelle monstruosité, quelle infamie, quelles insultes, quelles menaces, quelles atrocités criminelles pour faire céder ma chasteté à leurs ignobles appétits. Mes cheveux ne le disent-ils pas? Le sang et les blessures ne vous montrent-ils pas les coups que j'ai reçus? Et vous prétendez être de noble race? Et vous prétendez être des pères et des parents, vous dont le cœur ne se brise pas de douleur à la vue de mes souffrances? Vous êtes de la race ovine, et le nom de Fuente Ovejuna le dit bien, puisque ovejas, en espagnol, ce sont les brebis. Donnez-moi des armes, donnez-les-moi, puisque vous, vous êtes de pierre, vous êtes de bronze, vous êtes de marbre, vous êtes des tigres. Des tigres, non, car eux poursuivent impitoyablement le chasseur qui s'empare de leur petit et le tue avant qu'il n'atteigne la mer et ne se lance sur les flots. Vous êtes des lièvres, vous êtes nés peureux, vous êtes des barbares, non des Espagnols. Poules mouillées, vous souffrez que vos femmes soient possédées par d'autres hommes. Portez donc la quenouille aux côtés. Pourquoi saignez-vous l'épée morbleu? Je vais faire en sorte que seules des femmes fassent payer à ces tyrans et à ces traîtres le prix de l'honneur et du sang. À vous, femmelettes fileuses de laine, poltrons efféminés, elles vous lanceront des pierres. Et demain, vous aurez pour parure nos coiffes et nos jupes, nos onguents et nos phares. Sans jugement ni proclamation, le commandeur veut faire pendre Frondoso au créneau d'une tour, et il vous traitera tout de même, et je m'en réjouis, eunuque que vous êtes, car ainsi il n'y aura plus de femmes dans cette honorable cité, et l'on verra refleurir le siècle des Amazones, éternel effroi de l'univers. On a donc ce moment qui est une sorte de retournement d'une traditionnelle imagerie qui est celui du monde à l'envers, où les rôles féminins et masculins sont échangés, thème de l'imagerie très claire, très classique des XVIe et XVIIe siècles, mais ici retournement puisqu'il il est sur le mode du tragique et il devient cette accusation des hommes incapables d'assumer les rôles qui leur sont normalement les leurs. Et l'on voit que dans le texte il y a ce jeu là, donc en reprenant l'iconographie du monde à l'envers, pourquoi vous ne portez pas de quenouilles, c'est à nous de porter les épées. Il y a aussi ce jeu avec le vocabulaire qui n'est pas facile à rendre dans la traduction, un moment paroxystique de ces accusations lorsqu'elle évoque ce qui a été traduit comme femmelette fileuse de laine, poltron efféminé. C'est une série de quatre imputations. Hilanderas, les fileuses, maricones, les efféminés, amujerados, des hommes qui sont devenus femmes, et cobardes, donc les couards. Et la traduction d'eunuque est difficile, c'est pas toujours la même dans toutes les traductions, puisque c'est traduit, vous êtes maintenant medio hombres, vous n'êtes qu'à moitié des hommes. Il y a donc ce rôle clé de la dénonciation féminine d'une trahison des hommes par rapport à leur rôle qui fait basculer les discussions, les incertitudes, les doutes ou les divisions de la junta, du conseil de la ville en une décision, puisqu'après cette intervention est prise la décision d'aller tuer le commandeur, et c'est là qu'apparaissent les slogans « Longue vie à notre roi et à notre reine »,« Mort aux tyrans et aux traîtres »,« À mort les traîtres et les tyrans », et le lien qui se fait entre le respect pour les nouveaux souverains et d'autre part la légitimité de la révolte contre le commandeur. Ce rôle des femmes, il est aussi repris de la chronique, mais avec quelques petites différences, pour la constitution de ce qui est une escuadra de mujeres, cette armée des femmes, puisque Lope suit ce que disait Rades, mais avec deux nuances. Il n'y a pas de drapeau, c'est leurs coiffes qui serviront de drapeau, tocas. Il y a bien un porte-drapeau, mais Pasquale, Laurentia refuse le rôle de capitaine, disant-elle, les femmes disent « Nommons une capitaine », et Laurentia dit « Non, pourquoi ?
mon bras valeureux n'a nul besoin de Cid ni de Rodomont. Donc, présence dans la pièce de la référence au Cid Campeador, et il y a un héros qui est plus fameux en Espagne qu'en France, qui est Rodomont. Donc, il y a là une réinterprétation avec petit glissement de la chronique pour renforcer à la fois l'aspect féminin avec les coiffes comme drapeau et renforcer l'aspect communautaire. Il n'y a pas de capitaine. Toutes les femmes sont Fuente Overuna. Et finalement, dans le massacre lui-même, il y a un détail textuel présent chez Lope qu'il a inventé, qui n'est pas présent dans la chronique. Dans la pièce, le massacre n'est pas montré. Il est raconté, et en particulier, il est raconté par un des serviteurs du commandeur qui a réussi à s'échapper et qui est allé rencontrer les rois catholiques qui se trouvent, contrairement à la chronologie et à la vérité historique, à ce moment-là, à Cordoue. Et il leur fait, il donne une description du massacre qui suit les étapes par lesquelles on a commencé cette matinée, mais qui ajoute un détail qui est le suivant. Il jette son corps par une haute fenêtre, ça c'est bien dans la chronique, et les femmes le reçoivent sur leurs épées et leurs piques. Et cela correspond au moment où elles se sont décidées à accomplir cette action et où, dans la révolte, elles veulent se donner ce rôle, c'est-à-dire d'être celles qui, sur leur pique, vont recevoir le corps, cadavre, peut-être pas encore, du commandeur. Et du coup se trouve là renforcé dans cette description de la révolte un rôle particulier des femmes, non seulement d'avoir constitué une sorte de bataillon féminin, mais d'être, alors que les hommes jettent par la fenêtre le corps, être celles qui le reçoivent sur leur pic et le transpercent. La plus grande transformation qu'opère Lope de Vega, c'est sur le dénouement. Parce que dans le dénouement de la pièce, il y a d'abord le renforcement de ce que je disais comme une des fils conducteurs de cette réécriture, qui est l'exaltation du rôle des rois catholiques en 1476, et qui évidemment est un élément mémoriel par rapport à l'Espagne du début du XVIIe siècle. Il insiste sur la fidélité des révoltés par rapport au roi catholique, comme s'ils avaient là la recherche d'une sorte de justification ou protection de leur action. Et là aussi, il invente un détail, c'est le fait que lorsque Flores raconte ce qu'ont fait les révoltés, il ajoute ce détail qui est qu'ils veulent effacer, détruire les armoiries du commandeur de Calatrava pour les remplacer par les armes du roi. Donc après le passage que j'ai lu, où les femmes reçoivent seules, sur leurs piques, le corps, il continue son récit. On porte son cadavre dans une maison, là on lui arrache à qui mieux la barbe et les cheveux, on s'acharne à lui lacérer le visage. À la vérité, on se met à le dépecer avec une fureur si grande qu'aucun morceau n'excède la taille d'une oreille. Donc on rajoute sur le démembrement, mais une réécriture assez proche de ce qu'était le texte de la chronique d'Orades. Mais là, quelque chose qui n'est pas dans la chronique, ces armes gravées dans la pierre, qui leur sont devenues insupportables, ils les font disparaître à coups de pique et affirment bien haut qu'ils veulent sceller à leur place des royales armoiries, puisqu'ils s'adressent au roi. Ils ont mis la maison à sac comme si elle n'avait été prise à l'ennemi, et c'est avec jubilation qu'ils se sont partagés ces biens. Donc cet épisode inventé des armoiries royales qui ont été apportées par un échevin à Fuente Overona et qui vont remplacer les armes du commandeur est un de ces éléments de détail, mais qui renforce cette obéissance au nouveau souverain des révoltés
de Fuenteovejuna. Et dans la fête qui suit l'assassinat le meurtre du commandeur, qui est le début de l'acte 3, qui est dans l'acte 3, on voit renforcer cette fidélité ou loyauté monarchique par les coplas, les poèmes chantés avec des formes métriques fixées, par les différents acteurs de la révolte. D'abord, les musiciens eux-mêmes qui sont là chantent « Longue vie à Isabelle et à Ferdinand et mort au tyran ». Frondoso, qui finalement donc a été libéré de sa prison, chante comme copla « Vive la belle Isabelle et Ferdinand d'Aragon, ils sont mari et femme, il est à elle, elle est à lui, que Saint-Michel leur donne la main et les conduise au ciel, qu'ils vivent longtemps et que meurent les tyrans ». Il y a donc du coup comme un parallèle, une homologie qui s'établit entre Laurentia et Frondoso et Isabelle et Ferdinand. Barildo, le paysan qui pensait que l'imprimerie n'était peut-être pas aussi inutile que le disait Leonello, lui chante « Longue vie aux rois renommés puisqu'ils ont la victoire, ils sont désormais nos maîtres bienheureux, qu'ils soient toujours victorieux, des nains et des géants, et que meurent les tyrans ». Et le dernier, qui est le paysan, le plus paysan dans la scène, Mengo, qui avait été très cruellement fouetté par le commandeur, une fois qu'il avait essayé de défendre une jeune femme dont s'emparait le commandeur, lui chante avec son registre, qui est un registre burlesque, le registre du gracioso, des comedias. Un dimanche matin, il m'a fait fouetter, si fort que mon croupion regimbait horriblement. Maintenant que je le oins, vivent les rois christianissimes et à mort les tyrannissimes, et qui est une forme de poétique de reprise des vers. Donc, tous convergent dans cette première réalité qui est l'exaltation de leur loyauté monarchique. Et c'est d'ailleurs dans cette scène, qui commence par une indication scénique entre les paysans et les paysannes portant la tête de Fernand Gomez au bout d'une pique, donc c'est la seule représentation directe de violence sur la scène, puisque la scène de la révolte se fait en dehors de la scène. Cet même moment se termine par la décision prise par tous les habitants réunis de répondre au juge qui va sûrement venir, Fuenteovejuna lo hizo. C'est Fuenteovejuna qui l'a fait. Et l'exaltation est aussi marquée par un fait inventé par Lope de Vega, qui est que pour obtenir cette légitimation de leur action, les habitants de Fuenteovejuna vont voir le roi, après que Flores, les rois, après que Flores les ait rencontrés, ce qui est un fait totalement inventé, puisque les rois catholiques n'en visiteront Cordoue que 1478 ou 79, c'est-à-dire 2 ou 3 ans après la révolte de Fuenteovejuna. Donc tout un ensemble d'éléments, des détails textuels dans les descriptions, la présence de ces chants de louanges, la rencontre entre les rois et la communauté, qui vont dans ce sens d'une pièce d'exaltation monarchique. La deuxième transformation dans le dénouement est la conclusion même. Vous vous souvenez que dans la chronique, le juge rapporte qu'il n'a pas pu identifier des coupables particuliers, puisque tous répondent c'est Fuenteovejuna qui l'a fait, et que donc, considérant les tyrannies du commandeur, les rois décident d'arrêter l'instruction. Dans le cas de Lope de Vega, il y a une situation assez différente. D'une part, lorsque le juge revient, il déclare ceci au roi. « Je me suis rendu à Fuenteovejuna comme tu me l'avais ordonné, et j'y ai rempli ma mission avec un soin et un zèle tout particulier. Après avoir mené mon enquête sur le crime qui a été commis, je n'ai pas pu remplir une seule page de témoignage. Car avec un bel ensemble, dès qu'on leur demandait le don du coupable, tous répondaient d'un cœur plein de vaillance « Fuenteovejuna ». J'en ai soumis 300 à la question, avec la dernière rigueur, et je t'assure, sire, que je n'en ai rien tiré d'autre. J'ai même fait attacher au chevalet des enfants de 10 ans. Ni la douceur, ni la ruse ne m'ont permis de faire avancer l'instruction. Et puisqu'il est si difficile de faire la lumière
sur cette affaire, tu devras leur pardonner ou faire exécuter toute la ville. D'ailleurs, ils viennent se présenter devant toi pour te dire ce qu'il en est, tu pourras t'informer auprès d'eux. C'est-à-dire que là, le juge de la commedia, pas le juge de la réalité historique, décide que puisqu'il n'y a aucune preuve écrite possible, ou bien il faut faire exécuter tous, ou bien il faut décider de les pardonner. Et le jugement du roi final est tout à fait différent de celui de la chronique qui était de considérer qu'il fallait clore l'instruction et que le commandeur avait mérité la mort. Le roi, et c'est l'avant-dernière réplique de la pièce, donne son jugement, Ferdinand. Puisque, faute de preuves écrites, l'instruction n'a pu aboutir, il faut bien, quelque grave qu'il soit, absoudre le crime. Et il est bon que la ville de Fuenteovejuna, qui se met sous ma protection, reste possession de la couronne jusqu'à ce qu'il se trouve un autre commandeur digne d'en hériter. On voit qu'on est devant une situation complètement différente, d'abord par ce point final qui est que la ville maintenant entre directement dans la juridiction du roi et la communauté de Fuenteovejuna devient sujet royaux, alors que vous vous souvenez dans la chronique, ce qu'ils voulaient et qu'ils obtiennent, c'est d'être retournés à la juridiction de la ville de Cordoue. Mais on renforce là l'aspect du lien direct entre la monarchie et la communauté, qui entre dans une situation de rapport avec un seigneur direct, qui est le roi. Mais surtout, les deux vers les plus importants sont « aunque fue grave el delito », bien que quelque grave que soit le crime, le délit, « por fuerza a de perdonarse ». On doit nécessairement l'absoudre. Et on voit qu'on est devant une série de différences avec la chronique, mais qui correspondent à ce que veut faire Lope de Vega du fait historique. D'abord, la révolte considérée comme un crime, un delito, et un crime grave, alors que dans la chronique, les mêmes faits étaient désignés comme la réaction à des tyrannies. Et le commandeur avait mérité, merecer, cette mort. D'autre part, on voit qu'il s'agit d'un pardon, donc d'une grâce royale, et non pas d'un arrêt d'une instruction. Et troisièmement, por fuerza, pourquoi ceci est possible ou nécessaire, c'est non pas parce que l'acte était possiblement légitime, mais parce qu'il n'y a aucune trace, aucune forme écrite qui puisse imputer le crime à un individu singulier. Donc, dans ces trois mots, delito, grave, por fuerza et perdonarse, on voit l'écart que Lope introduit par rapport au texte de la chronique. Et la logique de cette réécriture, prise dans l'exaltation monarchique, se trouve là de nouveau mise en avant, et c'est qui résout peut-être les tensions, les ambivalences, les contradictions qui font que la pièce est intéressante, que j'ai mentionné au commencement, même pour ceux qui ne connaissaient pas forcément la chronique de Rades lorsqu'ils ont mis en scène Fuenteovejuna, c'est-à-dire le fait qu'on a en quelque sorte dans la pièce le croisement entre ce qui dans la chronique allait dans le sens d'une certaine légitimité ou légitimation de la révolte par le fait qu'elle avait mis fin à des tyrannies, et la tyrannie c'est l'opposé de la monarchie. Et de l'autre côté, cette volonté de Lope, qui est en accord avec ses intérêts, son idéologie, le moment historique, et qui est d'insister à la fois sur la distinction à l'intérieur de la noblesse entre ceux qui, comme les commandeurs des ordres militaires, pouvaient commettre des actions et ceux qui pouvaient légitimer leur autorité sociale, et plus encore,
de faire de sa pièce une exaltation de la toute-puissance, du pouvoir absolu, mais qui n'est pas tyrannique ou despotique, des rois catholiques. Et donc d'inscrire sa pièce dans cette sorte de longue durée de l'exaltation des deux souverains catholiques, dit ainsi, puisque ce sont eux qui vont achever la reconquête de l'Espagne avec la prise de Grenade en 1492 et la fin du dernier État musulman d'Espagne, et doubler cela à la fois de l'expulsion des Juifs, la même date de 1492, et sinon immédiatement, de l'obligation de la conversion forcée des musulmans qui deviendront donc les morisques d'Espagne, expulsés par Philippe III en 1609-1610. Donc, on a une pièce qui a son ambivalence ou sa tension à l'intérieur de ce rapport à la fois de fidélité et de déplacement par rapport à la chronique. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis attaché à cette pièce aujourd'hui, puisqu'elle permettait d'avoir un exemple de cette compétition pour donner présence au passé dans un moment donné, ici, les commencements du XVIIe siècle en Espagne. Un mot avant de complètement conclure, la pièce de Cristóbal de Monroy que j'ai évoquée tout à l'heure est une pièce qui est intéressante dans la mesure où on voit que dans les années, il est mort en 1600, un peu après 1640, donc c'est les années 30 ou 40 que cette pièce a été écrite, que la même histoire peut être reprise, mais avec de l'euphémisation. Et il n'y a plus de lien direct entre la crise dynastique et la révolte de Fuenteovejuna. Il n'y a pas de contemporanéité entre les événements militaires de Ciudad Real et la révolte contre le commandeur. Et finalement, la communauté paysanne est très absente de la pièce, l'enquête étant réduite à une seule mention. Alors que dans le Fuenteovejuna de Lope de Vega, on voit l'enquête et sinon la torture sur scène, mais du moins hors scène, et les cris ou ce qui est échangé entre le juge et le torturé est entendu par les autres personnages. Il y a donc toute une série d'éliminations dans cette pièce de Cristóbal de Monroy, mais il y a aussi une autre façon de résoudre cette contradiction entre la légitimité aristocratique et la violence contre les exactions du commandeur. C'est le fait que dans cette pièce-là, complètement à distance de toute réalité historique, l'essentiel des conflits est ramené à l'intérieur du monde aristocratique. Le commandeur, la femme, certes il a violé une paysanne, mais la femme dont il veut s'emparer, c'est Flore, qui est aimé par et aimant un autre noble qui est un des amis les plus proches du commandeur et qui s'appelle Don Juan. Donc c'est le conflit autour de la femme n'est pas entre le paysan Frondoso, Laurencia et le commandeur, il est à l'intérieur du monde du commandeur, entre le commandeur, Flore, qui est une noble, et Don Juan, qui est l'un de ses suivants, et en particulier son valide, l'homme le plus proche de lui. Et la mort du commandeur, bien sûr, mobilise la communauté de Fuenteovejuna, mais en même temps, elle est décidée à l'intérieur de ce monde aristocratique par une conjuration faite par deux autres nobles, Don Enrique et Don Sancho, qui sont outrés par les exactions du commandeur. C'est donc une conjuration aristocratique qui vient rencontrer le rôle des habitants, souvent décrit par un mot qui a un contenu assez péjoratif, la turba. Et donc, on voit que la résolution du conflit, elle n'est pas entre la communauté paysanne ou villageoise et l'aristocratie incarnée par le commandeur, mais elle est à l'intérieur
du monde aristocratique par une conjuration pour le bien contre le mal. Et finalement, dans ceux qui donnent la mort au commandeur, il n'y a pas seulement ou en premier lieu les habitants de Fuenteovejuna, mais aussi les conjurés aristocratiques, à commencer par Flor, qui a quasiment été violée par le commandeur. Et la conclusion, el castigo más debido y la venganza más justa, donc le châtiment le plus adapté et la vengeance la plus juste, renvoie à l'intérieur de cette intrigue qui, très largement, même si la pièce s'appelle Fuenteovejuna, est une intrigue à l'intérieur de la coterie, du monde, du cercle du commandeur. Donc on voit ici une autre forme de traitement par une pièce d'une réalité historique infiniment plus éloignée de la chronique que celle de Lope de Vega, infiniment moins problématique, puisque ici la conjuration des nobles contre le commandeur est déjà une forme de légitimité de la mort du commandeur, qui n'est plus donnée par des paysans révoltés, par cette tourba violente, mais qui est donnée par ceux qui veulent respecter un code de l'honneur qui est violé par le commandeur de Calatrava. Donc c'est une comparaison évidemment intéressante et qui rentre dans ce projet de comment on écrit du théâtre avec de l'histoire. Mais pour clore aujourd'hui, je prends la dernière réplique de la pièce de Fuenteovejuna, qui est donnée à Frondoso, qui va retrouver et qui a retrouvé Laurencia. En définitive, Sa Majesté a parlé en prince, qui a prouvé maintes fois la sûreté de son jugement, et c'est ici, sage assemblée, que prend fin Fuenteovejuna et ma conférence. Merci.